Alors, ce soir, j'ai invité le GPS, c'est-à-dire le parti, lui-même, le représentant, viendra vous parler en long et en large. Nous aurons 1 heure de temps, c'est-à-dire jusqu'à 10h40. Et c'est une émission qui va se répéter. Nous allons inviter les opposants, les responsables d'opposition pour venir nous entretenir, à qui nous allons poser des questions sur la Côte d'Ivoire, sur leur parti, sur la Côte d'Ivoire actuelle et le rôle de leur opposition. Donc, on commence avec le plus jeune parti. Le plus jeune, ça ne veut pas dire que le plus petit. Non, c'est le plus jeune parti. On connaît comment s'appelle l'immensité du GPS. Donc, on commence, et après, on va monter au PPACI, et au PPACI, nous allons monter au PDCI. Mais pendant ce temps, nous allons inviter nos acteurs politiques aux États-Unis ici. Nous allons inviter des personnes, des frères et des sœurs qui s'y connaissent en politique pour venir nous donner leurs opinions, pour venir nous donner leurs analyses sur la situation en Côte d'Ivoire. Nous rentrons en campagne l'année prochaine, 2025, c'est la campagne électorale, c'est l'élection présidentielle. Tout se bouscule là, tout est en train de se bousculer. Le président Laurent Gbagbo vient d'annoncer sa candidature. Je sais que ça va s'en suivre, le PDCI, le RHDP est en train de recorter des signatures pour soutenir la candidature de M. Draman Ouattara. Je ne sais pas à quoi ça obéit à la constitution ivoirienne, je ne sais pas. Donc, c'est ça la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit la semaine passée, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas d'intellectuels. Nous avons peut-être 2 ou 3. Je vois que 2 au plus 3 intellectuels en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas au Sénégal où ce sont des grands intellectuels. Non seulement ils sont diplômés, mais ce sont des grands intellectuels. L'intellectualisme, c'est ce qui va au-delà. Au-delà du simple diplôme. Posséder un diplôme, c'est l'homme qui donne de la valeur au diplôme. Ce n'est pas le diplôme qui donne de la valeur à l'homme. Donc, ceci étant, M. Sidibé Saïbou est prêt. Alors, il va se présenter à vous. Monsieur, et c'est parti. Alors, Monsieur Sidibé, vous avez le micro et vous allez vous présenter et nous allons partir à une série de questions. Merci, vous avez la parole, Monsieur Sidibé. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, Monsieur Jacques Roger. Bonsoir, Monsieur Kwasi. Moi, c'est Sidibé Saïbou. Je suis actuel délégué général chargé de la coordination des États-Unis, du GPS, Génération et Peuple Solidaire. C'est un réel plaisir d'être sur la radio aujourd'hui. Je profite pour dire bonsoir aussi à tous les auditeurs qui ont bien voulu être avec nous ce soir pour écouter, entendre et aussi s'informer sur le GPS qui est notre mouvement. Merci, M. Sidibé. On vous attend 5 sur 5. Alors, vous dites que le GPS est un mouvement. Alors, moi, je pensais que c'était un parti politique. Bon, alors, présentez-nous le GPS, s'il vous plaît, pour la compréhension des uns et des autres. Merci, M. Kwasi. En fait, le GPS a été créé le 26 juillet 2019 par le président Guillaume Soro, qui est en exil, comme vous le savez, depuis le mois de
depuis le mois de février-mai par là, 2019, lorsqu'il a quitté l'Assemblée nationale. Donc, il était allé en France pour des tournées. Et du coup, lors de ces tournées, voilà, il devait même faire un voyage sur les États-Unis. Il apprend que, voilà, son passeport, son visa diplomatique lui a été retiré. Et aussi, vous connaissez les circonstances dans lesquelles il a quitté la Côte d'Ivoire. Donc, étant à l'extérieur, pour garder cette connexion avec les Ivoiriens et aussi avec ses admirateurs, le président a créé Génération et Peuple solidaire en remplacement du comité politique qui existait déjà lorsque le président était en Côte d'Ivoire. Donc, lorsque Génération et Peuple solidaire, comme vous le savez, le nom a été créé, c'était un mouvement. L'objectif, c'était de rassembler à la fois les associations et les partis politiques proches du président Soro qui éprouvaient son idéologie et aussi mettre ensemble, créer une atmosphère, c'est-à-dire créer ensemble un groupe de travail avec ces différents partis qui devaient se réunir ensemble à Génération et Peuple solidaire. Vous savez, un mouvement politique, c'est un mouvement qui, d'abord, pour la création de la continuité d'un courant politique, des idéaux. Et les idéaux au GPS, c'était d'abord de promouvoir le respect de la dignité humaine. C'est-à-dire que considérer que tous les Ivoiriens sont égaux en droit, en justice, et aussi promouvoir la démocratie parmi les Ivoiriens. Donc l'objectif, c'était permettre à chaque citoyen de pouvoir réellement se réjouir et aussi profiter de ce que le pouvoir, la Côte d'Ivoire conserve, et aussi ce que la Côte d'Ivoire, le droit de chacun de pouvoir bénéficier et profiter de certains avantages qu'offre le pays. Donc dans ce cadre-là, on n'avait pas besoin d'avoir une certaine influence ou bien être le fils d'une personne renommée, ou bien être venir d'une famille riche pour pouvoir réellement exercer ses droits et devoirs et aussi pouvoir bénéficier des avantages. Donc le président Soro, qui a quand même géré la Côte d'Ivoire d'abord en tant qu'étudiant, il était secrétaire général de la FESI, et il connaissait un peu certaines réalités propres aux étudiants et donc aux Ivoiriens. Et aussi, ayant abordé la vie active, ayant géré aussi les forces nouvelles, qui était un peu un mouvement de militaires, qu'un individu qui n'est pas militaire puisse gérer toutes ces personnes-là, il fallait vraiment aussi avoir une capacité. Et ensuite, il a été Premier ministre. Voilà, il y a du bruit, je ne sais pas. Voilà. Donc, il avait été Premier ministre de la Côte d'Ivoire et il a été aussi président de l'Assemblée. Donc, avec toutes ses connaissances, tous ses bagages intellectuels, il a voulu mettre ça au service des Ivoiriens. Et pour lui, la meilleure façon de le faire, c'est créer un mouvement où il pouvait quand même transmettre aussi, appliquer ces idées-là et aussi ces idéologies afin que la Côte d'Ivoire puisse réjaillir et retrouver un peu une certaine justice, égalité parmi les Ivoiriens, les citoyens. Donc c'est un peu la raison de la création du GPS. Donc en un an, de 2019 à 2020,
le GPS avait enregistré déjà 400 000 adhérents parce que l'inscription devait se faire en ligne avec par les Ivoiriens, parce que pour s'inscrire, il fallait donner soit le numéro de sa carte d'identité ou bien sa carte d'électeur. Donc, le GPS a réuni 400 000 personnes. Et depuis, vous avez aussi suivi un peu les déboires que le GPS a eu, parce que dès qu'il a été créé, vu la mobilisation, le pouvoir en place a mis en place une traque, la traque des militants et aussi la traque des responsables. Donc, c'est ainsi que en 2023, en 2020, lorsque le président s'apprêtait à rentrer, il a été vraiment, il y a eu des arrestations, voilà, et de toute la, je dirais, la direction du GPS qui a été mis en prison. Et depuis ce temps-là, le GPS ne fait que subir vraiment des taxations, des violences, et que ce soit les membres et les militants. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, même tout dernièrement, vous avez vu l'arrestation de notre porte-parole, M. Messou, qui partait pour une conférence sur la réconciliation à Odiéné. Et aussi, avant ça, lorsqu'il y a eu la fusion, il y a eu aussi des tentatives d'arrestation où nous avons des responsables qui étaient obligés de quitter le pays. Et aujourd'hui, certains sont bloqués à l'étranger parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Donc aujourd'hui, c'est la réalité que vit le GPS. Mais malgré ça, le GPS continue de mobiliser, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à l'étranger. Vraiment, nous avons pu poser des structures. Dès sa nomination, le président Soro a nommé 46 délégués aux États-Unis. Donc, dans toutes les zones, dans toutes les régions, en Côte d'Ivoire, nous avons 31 régions et sur toutes les 31 régions, vous avez des délégations qui ont été nommées. Donc, ces délégations-là sont représentées par des responsables, voilà, qui dirigent ces délégations-là. Et donc, c'est ainsi aux États-Unis, un peu tout en Europe, vous suivez un peu ces responsables-là, voilà, qui continuent le travail sur le terrain. Donc, aujourd'hui, le GPS a fusionné depuis le mois de novembre 2023 parce que nous avons réélu notre président. Voilà, le président Guillaume Soro, il y a une élection en 2023 dans le courant de août-septembre où il fallait reconduire le bureau parce que après 3 ans, du 26 juillet 2019 au 26 juillet 2023, et c'était temps que le GPS refasse un peu sa direction. C'est ainsi que le président a exigé qu'il y ait des élections, malgré qu'il soit en exil. Donc les élections ont été faites en ligne et à l'unanimité, le vote a souhaité qu'il soit reconduit. Et vous avez vu un peu ceux qui suivent un peu le net, ces campagnes. Donc aujourd'hui, le président est reconduit encore pour 3 ans. Et ensuite, à la suite de ça, il a fait un bureau, voilà, où il a nommé des vice-présidents et aussi il a nommé des membres du comité d'orientation et de concertation. Ce comité-là, c'est un comité qui a été mis en place pour pouvoir mieux approcher les militants. Donc aux États-Unis, nous avons au-dessus de 13 membres qui appartiennent à ce comité d'orientation et de concertation. Donc, qui est chargé de conduire la politique du GPS aux États-Unis. Donc, je suis un peu considéré comme le point focal de cette commission parce que les nominations ont été faites en consentement avec le bureau. Donc, aujourd'hui, lorsque la délégation a été nommée, il faut le préciser, en 2020, la délégation des États-Unis a été nommée le 3 juin. Et donc, après, nous avons fait une élection. À la suite de cette élection-là, j'ai été élu comme délégué général, voilà, par les 46 délégués qui ont participé à l'élection. Donc, c'est depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, avec les circonstances, bon, on n'a pas vraiment eu le temps
le président n'a pas eu le temps d'asseoir un bureau définitif, mais nous travaillons, le temps que les choses se normalisent et que vraiment on puisse vraiment réjaillir et puis que le GPS, ces accusations qui sont derrière nous cessent aujourd'hui. Parce que malgré toutes ces condamnations, je pense que le pouvoir se rend compte aujourd'hui que le GPS est un esprit, et on ne peut pas dissoudre un esprit. Malgré les décisions de dissolution, le GPS continue de travailler et je pense que c'est ça la réalité. Donc voilà un peu ce que je peux dire de notre mouvement de façon partielle. Bon, je ne sais pas si peut-être il y a des questions pour approfondir certaines choses, je le ferai. Mais globalement, voilà l'information que je peux donner sur le GPS. Merci. Merci, M. Sidibé. Tout ce qui se conçoit clairement se dit aisément. Merci. Alors, j'ai l'impression que vous avez un téléprompteur ou bien un papier devant vous parce que c'est lu d'une manière très fluente ce que vous dites. Merci. Merci pour la qualité de votre intervention. Alors, la question que je vais vous poser est la suivante. Est-ce que vous êtes candidat aux élections de 2025? Oui, vous avez demandé tout à l'heure si le GPS était un parti politique, un mouvement politique. Comme je vous l'avais dit, depuis au début, le GPS avait été conçu comme mouvement, c'est-à-dire un mouvement qui devait regrouper à la fois les partis politiques et les associations. Mais après, les militants ont jugé que, voilà, étant un mouvement que le GPS essaie un peu de changer, peut-être devenir un parti politique pour avoir une assise. Ce n'est pas encore fait, mais en tant que mouvement actuel, je dirais que tous les partis politiques et mouvements et associations qui appartenaient au GPS aujourd'hui ont tous fusionné. Donc tout le monde aujourd'hui est dans le GPS. Vous n'allez plus entendre parler de RACI, RGPS ou bien UGS ou bien certains partis proches parce que tout le monde est dedans. Donc aujourd'hui, notre ambition à nous, membres du GPS, c'est de voir notre président être candidat aux élections de 2025. Et ça, je pense que c'est l'aspiration de tout politicien, surtout un homme aguerri que le président Guillaume Soro est. Je pense qu'il n'y a pas de doute qu'il se présente aux élections de 2025. Voilà, donc avec l'appui des militants, je pense que nous-mêmes, parce que le président, avant de prendre des décisions, consulte toujours. Il n'a pas encore fait, mais nous pensons que on a encore assez de temps. Mais d'ici 2025, c'est sûr que voilà, nous allons demander au président d'être le candidat des GPS aux élections de 2025. Bien, merci. Je voudrais rappeler à tous les auditeurs et auditrices de Jacques Roger Show que vous êtes en train d'écouter présentement M. Sidibé Saïbou, qui est le délégué général, coordonnateur du GPS. Donc, quand il parle du président, il dit président, il parle du président Soro Kibafori Guillaume. Il ne faut pas que vous allez faire la confusion. Donc, M. Sidibé, quand vous allez parler, dites le président Soro pour qu'il n'y ait pas de confusion. Merci. Alors, le président Dramane Ouattara vient de libérer des prisonniers politiques, dont des membres du GPS, ou bien proches du président Soro Guillaume Kibafori. Alors, quelle est votre analyse? Merci, M. Kwasi. C'est vrai que cette libération, nous l'attendions depuis, nous l'avions demandé. Quand je dis nous, je parle du GPS, parce que vous avez tous suivi les différents procès qui ont été tenus. Les dossiers étaient vraiment vides. Donc, nous nous sommes dit que la seule raison pour laquelle ces personnes étaient encore maintenues, c'était des raisons politiques. Donc, nous saluons aujourd'hui que nos camarades soient au dehors, mais je vous informe aussi que jusqu'à présent, il y a d'autres encore qui sont en prison
Voilà, et donc ça veut dire que le pouvoir a choisi délibérément de libérer certains et encore de laisser d'autres. Donc nous ne comprenons pas pourquoi, mais nous estimons qu'aujourd'hui, si vraiment on veut aller à la réconciliation, je crois qu'il y a eu un rapport de la CDAV, qui est la commission de réconciliation qui avait été mis en place depuis, qui avait vraiment fait certaines doléances, qui avait fait un rapport, et dans ces rapports-là, je pense que si c'est suivi, il ne doit pas avoir aujourd'hui des prisonniers politiques. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des libérations, mais est-ce que réellement, aujourd'hui, cela est la finalité? Non, parce que nous avons encore notre président, Guillaume Soro, qui est en exil. Voilà, et bizarrement, on a enlevé les condamnations, on a gracié tous ses proches qui avaient été condamnés au même moment que lui, mais bizarrement, lui seul aujourd'hui, sa condamnation est maintenue. Et donc, nous disons que c'est un premier pas, mais il faut que le pouvoir fasse encore plus pour réellement créer cette condition de réconciliation et que tous les Ivoiriens puissent vraiment se sentir pour éviter certaines tensions. Parce qu'aujourd'hui, c'est réel. Nous considérons que d'autres sont en prison. Il faut aussi les libérer pour vraiment concrétiser l'action que le gouvernement veut entreprendre. Alors, dans le sens de la condamnation qui pèse toujours sur le président Soro Guillaume, qu'est-ce que vous entendez faire pour que M. Soro Guillaume soit amnistié afin qu'il puisse se présenter aux élections de 2025? Ouais, merci pour cette question. Je pense que c'est une question très importante. Et cette situation n'est pas vécue uniquement que par le président Guillaume Soro. Vous savez bien aujourd'hui que tous les responsables d'opposition, même ceux qui sont à Abidjan, aujourd'hui, il y a une condamnation qui plante sur eux. Donc, c'est-à-dire que demain, si le pouvoir décide, ils peuvent dire, bon, voilà, on prend ce monsieur-là, on le remet en prison, parce qu'il n'y a pas eu réellement d'amnistie et il n'y a pas eu réellement de levée de ces sanctions. Donc, ces personnes-là, aujourd'hui, ne peuvent pas se présenter. Donc, nous, au GPS, c'est pourquoi nous pensons que ça demande un peu l'implication de toute la Côte d'Ivoire. Quand je dis toute la Côte d'Ivoire, je parle de l'opposition en général. Parce que l'opposition doit comprendre aujourd'hui que nous vivons tous la même réalité. Que ce soit le président Guillaume Soro qui est en exil, que ce soit le président Gbagbo aujourd'hui qui n'est pas sur la liste électorale, que ce soit le camarade Blé Goudé qui ne peut pas voter. Donc l'opposition doit constater aujourd'hui qu'il y a une union. Et nous au GPS, c'est pourquoi nous allons entreprendre une campagne avec l'opposition, aller vers eux, leur faire comprendre qu'aujourd'hui, nous avons le même problème et nous devons nous mettre ensemble. Si nous ne sommes pas ensemble, que nous allons diviser, je pense que ça ne va pas résoudre les choses. Nous avons vu un peu les pressions au Sénégal. C'est vrai que toute manifestation n'est pas forcément la violence. Mais lorsque vous êtes ensemble et que vous manifestez, vous vous mobilisez, la communauté internationale aussi a la force de réellement s'impliquer dans les choses. Et donc, nous, au GPS, nous allons entreprendre des actions en allant vers nos camarades de l'opposition, voilà, pour leur faire comprendre que le président Guillaume Soro est dehors aujourd'hui parce que on dit, selon eux, qu'il a été condamné parce que il a une maison, il s'est payé une maison avec l'argent de l'État. Or, nous savons tous que cette maison lui a été offerte par le président Gbagbo. Et paix à son âme, le ministre Charles Dibi, et certaines personnes aujourd'hui peuvent le témoigner. Mais ils ont fait fi de tout ça parce qu'il fallait trouver un moyen pour le condamner. Et aujourd'hui, c'est triste. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est le même cas avec le président Gbagbo, qui a été condamné alors qu'il était à La Haye, alors que, bon, nous savons qu'une même personne ne peut pas être jugée deux fois. C'est le gouvernement ivoirien qui l'a fait partir à La Haye. Donc, il a été acquitté là-bas. Donc, du coup, il devait quand même, toutes les accusations devaient disparaître parce que
la Cour internationale de justice est une cour à laquelle la Côte d'Ivoire s'est soumise à son autorité, sous son autorité. Donc c'est triste. Donc ce sont des cas aujourd'hui que nous devons nous mettre ensemble, l'opposition, pour vraiment demander au pouvoir en place de réellement créer les conditions pour que tous les opposants puissent se présenter aux élections et que tous les opposants, parce que comme le disait quelqu'un, depuis que le président Alassane est venu, il n'a jamais eu d'élection avec les opposants. Toutes ces élections-là, au départ, c'était un arrangement avec le président Bédié. En 2020, nous avons vu que tout le monde a été écarté. Donc cette fois-ci, si vraiment il veut parler de popularité et qu'il accepte d'affronter ceux-là, et vraiment, là, s'il gagne, tout le monde le reconnaîtra. Donc, je pense que c'est ce que nous pensons aux GPS. Nous devons nous mettre ensemble. Nous allons mener des actions sur le terrain, mais nous demandons aussi à toute l'opposition de le faire de façon pacifique pour que, voilà, le gouvernement puisse réellement fléchir et accepter la candidature de tous les opposants. Merci. Merci, monsieur le coordinateur général. Alors, ce que vous venez de soulever un point très important, l'opposition à cette élection de 2025. Alors, la question que je vais vous poser est que, vous savez, c'est devenu la chanson en Côte d'Ivoire où M. Dramane Ouattara est considéré comme le grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Nous venons de remporter la troisième fois la Coupe d'Afrique des Nations. Le Dramane Ouattara qui réalise des infrastructures, Dramane Ouattara qui construit des ponts, qui fait des routes. Alors, est-ce que vous pensez que l'opposition a une chance face à Dramane Ouattara pour les échéances électorales à venir de 2025? Avec tous ces bilans dont il parle, est-ce que vous pensez que l'opposition a, une chance de gagner face aux grands bâtisseurs? Oui, je vais vous rappeler encore que le président Alassane, lorsqu'il a été élu en 2010, c'était avec l'ensemble des partis de l'opposition. Nous savons qu'il y avait le président Bédié, il y avait le président Anaki, il y avait M. Mabry, et toute cette coalition-là s'est mise en place ensemble pour qu'il soit élu. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, étant au pouvoir, c'est vrai, les gens parlent d'infrastructure. Mais, M. Kouassi, vous savez, c'est comme dans une classe de mathématiques. Dans une classe, vous êtes dans une classe de première ou bien de terminale. Chaque professeur vient et note l'élève. Donc, vous avez des matières en histoire, géographie, ou bien en maths, en français. Et donc, c'est la combinaison de ces notes-là qui font que l'élève a une moyenne sur 1 ou au-dessus de 10. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les gens disent, oui, c'est un bâtisseur, il construit les ponts, mais et les autres aspects de la vie sociale? Parce que gérer un pays, c'est un tout. Nous avons seulement le volet de développement, c'est vrai, les routes, mais aussi nous avons le volet social et nous avons d'autres volets. Aujourd'hui, quand on fait la symbiose, quand on fait l'analyse, aujourd'hui, c'est où? Quel est le domaine dans lequel le président excelle? C'est seulement dans la réalisation des ponts et des routes. Mais ce n'est pas suffisant pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons le problème des logements sociaux, qui est crucial. Problème crucial que le gouvernement n'arrive pas à trouver des solutions. Et aujourd'hui, nous avons dans le domaine de la santé, combien d'Ivoiriens peuvent aller se soigner aujourd'hui sans dépasser 100 à 150 000 francs? Donc, aujourd'hui, nous avons les agriculteurs. À combien aujourd'hui s'élève le coût de VA et le coût de café et de cacao? Lorsque nous prenons l'exemple le temps du président Gbagbo, le VA était à un prix excellent en Côte d'Ivoire. Le cacao, aujourd'hui, lorsque nous comparons les prix des cafés, du cacao, et même de l'anacade par rapport au Ghana, nous voyons qu'au Ghana, c'est le double du prix qu'on a en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi
c'est en Côte d'Ivoire que les prix sont bas, alors que ces pays limitrophes là, les prix sont élevés. Donc, ça veut dire que là, il y a une très mauvaise gestion du pouvoir au niveau du secteur agricole. Et ça, aujourd'hui, nous savons que, comme on le dit, la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Lorsqu'on construit les routes, les ponts, c'est pour faciliter le transport des produits vivriers et des produits agricoles vers les zones d'exportation comme Abidjan, San Pedro et autres, ou bien même dans les villages pour faciliter l'accès de ces produits-là vers les grandes villes et autres. Mais si les ponts sont construits et que le planteur va être obligé de vendre son café ou bien son anacarde à 100 francs, mais là, il y a problème parce que c'est ça aussi, la gestion. Donc, quand je parlais de maths, aujourd'hui, nous pouvons dire oui, si on doit on doit noter le président Alassane dans la gestion des ponts et autres, oui, on peut lui donner peut-être 18 parce qu'il a fait beaucoup. Mais de l'autre côté, c'est des autres matières. Au plan social, au plan agricole, au plan des logements sociaux, qu'est-ce qu'il a fait? C'est des notes qu'il a en 2. Donc, si on arrondit tout, peut-être qu'il n'a même pas 10 plus de 10 ou 20 dans la gestion. Et donc, voilà des tâches que aujourd'hui l'opposition peut réellement utiliser parce que, comme on le dit, certains disaient que c'est pas pont, on mange pas goudron. Mais les gens ont mal interprété, mais c'était une manière de dire que lorsque vous gérez un pays, il faut réellement voir le tout. Quand on prend le cas tout le monde aime parler de Rwanda aujourd'hui. Mais lorsque Paul Kagame est venu, sa première politique, il n'a pas commencé à construire les ponts. Je me rappelle bien, il sait que le Rwanda, c'est un peuple d'éleveurs. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 2 vaches, 1 bœuf dans tous les villages qu'il a essayé de distribuer pour que les gens puissent vraiment être motivés, pour que les éleveurs puissent réellement et aussi il a créé des conditions. Nous avons vu que même dans les hôpitaux, dans les villages retirés, on prenait des drones pour envoyer des médicaments. Donc, il y avait tout ça là, c'était des programmes sociaux qui ont été ajoutés à la réalisation. Donc, aujourd'hui, le président Alassane, il se contente uniquement des ponts et autres. Mais les Ivoiriens, il y a combien de pourcentage? Est-ce que c'est tous les 30 millions d'Ivoiriens qui ont des voitures ou bien qui utilisent ces ponts et autres là? Non. Et c'est la majorité de ces infrastructures-là. C'est dans les grandes villes. Et les autres villes, vous voyez des villes, aujourd'hui on a vu des routes entre San Pedro et autres, mais les gens ne peuvent même pas passer. Donc aujourd'hui, c'est dire que on essaie de faire croire que tout va bien alors qu'il y a des problèmes sérieux. Moi, je connais quelqu'un qui est allé au Ghana avec 10 000 francs, il rentre à l'hôpital, il fait toutes les analyses et on lui donne des médicaments. Toutes les analyses dont on parle. Parce que la personne était venue se soigner ici avec le Covid, elle n'a pas pu, elle aller au Ghana. Mais lorsqu'elle est arrivée au Ghana, la personne était surprise de dépenser seulement 10 000 francs à l'hôpital pour faire toutes ces analyses. En Côte d'Ivoire, mais il y a des radios aujourd'hui, vous devez payer 100 000. Donc c'est une triste réalité. Je pense que il y a beaucoup à dire sur cette gestion-là. On ne peut pas seulement se baser sur la canne ou bien les routes pour dire que non, tout le pays va bien. Si c'était ça, je pense qu'aux États-Unis, le même président allait être là pendant 30 ans parce que en matière d'investiture, il n'y a pas à demander. Mais pourquoi on change? Parce que il y a les conditions sociales que les présidents doivent aussi revoir. Parce que lorsque vous faites des promesses à votre population, vous devez les tenir. Vous n'avez pas fait de promesses uniquement pour construire des ponts. Vous avez fait des promesses pour des logements. Vous avez fait des promesses pour améliorer l'agriculture. Donc, il y a tout ça là aujourd'hui au décompte. Quand on analyse, est-ce que tout a été fait? Donc, c'est la grande question que nous nous posons. Merci. Merci, monsieur le délégué général. Est-ce que quelle a été la position du GPS par rapport aux quartiers qui ont été démolis? Les zones qu'on dit, les zones à risque, qu'est-ce que le GPS quelle est la position du GPS? Parce que c'est l'actualité maintenant. Oui, effectivement, c'est l'actualité, mais vous savez que le GPS a toujours dénoncé l'injustice et l'illégalité.
Parce que quand j'entends certains dire non, ces zones-là, on devait le faire, mais les gens étaient informés, oui, mais nous avons vu le cas du Brésil. C'est vrai qu'on va dire non, on ne peut pas comparer, mais Lula, avant de faire ce programme, il a pris le temps pour construire pour les populations. Même au Boeing, pardonnez, à Yam Soukro, où on va entreprendre les grands projets, c'est à son nom. Il a essayé d'abord de loger les habitants, il a payé des coins et il les a relogés. Donc je pense que c'est ce qu'on devait faire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va casser les trucs, sans dire, on dit non, que les propriétaires ont été payés, mais vous ne devez pas négocier uniquement avec les propriétaires. Les locataires aussi ont leurs droits. Donc le gouvernement devait prendre tout ça en compte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils disent que bon, c'est une très mauvaise gestion encore sociale. Parce que non seulement les logements ont été promis aux gens, ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, nos frères, là où ils habitent, on va encore les détruire et on les met au cimetière et autres. Donc je pense qu'aucun être humain ne peut rester insensible. Et tel que nous connaissons le président Guillaume Soro, je pense que c'est la même chose. Parce que le GPS aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. Et réellement, il faut faire les choses comme il se doit. C'est vrai que même si le pouvoir dit non, que là on devait le faire, mais est-ce que ça a été fait de la bonne manière? Donc c'est la question. Je pense que le GPS s'allie derrière les autres, tous les partis qui ont dénoncé, parce que je pense que cela n'est pas réellement ce qui devait se faire. Et le gouvernement, eux-mêmes, ils l'ont reconnu quelque part, même s'ils ne le disent pas, parce que déjà avec les conflits entre la mairie et le district, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu réellement rien n'a été coordonné avant de mettre ces personnes dans la rue. Donc je pense que tout le monde ne peut que décrier cela, y compris le GPS. Oui, Monsieur Kwasi, vous êtes là? Oui, excusez-moi, j'étais sur mute et j'ai oublié, j'étais en train de parler. Alors, rassurez-nous que M. Soro Guillaume, président de la République de Côte d'Ivoire 2025, fera mieux que ce que le grand bâtisseur a fait. Oui, bon, aujourd'hui, avec déjà la mise en place du GPS, Génération et Peuple solidaire, Peuple uni, peuple fort. Donc aujourd'hui, je pense que le président Alassane a échoué sur beaucoup de points. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le domaine politique, mais c'est zéro parce que au lieu de faire la promotion de la démocratie, mais nous avons eu une certaine régression de la démocratie aujourd'hui. Les partis politiques ne peuvent pas réellement s'exprimer. Et je pense que le président Sorosi, ce volet-là déjà, a eu à démontrer un peu sa compétence. D'abord, lorsqu'il était Premier ministre pour les élections, n'oubliez pas que le président Soro a choisi M. Youssouf Bagayoko alors qu'il était au PDCI. Et il a essayé de mettre en place une CEI qui avait été vraiment approuvée par tous. Et cette CEI-là, lorsque le président Alassane a été élu, je pense qu'il y a eu un changement. Et déjà, ça prouve que le président Soro, s'il est là, il pourra apporter le changement sur le côté de la CEI pour rendre les élections plus transparentes. Et aussi avec son expérience qu'il a eue à la FESI, qui est la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, je pense que les problèmes qui étaient, c'était un peu les mêmes problèmes que les étudiants vivaient, que la population vivait. Mais je vous rappelle que lorsqu'il était étudiant, le président Soro était l'un des rares de la FESI qui avait pu trouver un accord avec le président de l'université. Et M. Ewu Asepo, dans le temps, avait même reconnu cela. Il a dit que, voilà, à chaque fois qu'on a des secrétaires, on tourne en rond. Mais avec vous, au moins, on est arrivé à trouver des bases, on est arrivé à voir des points sur lesquels nous pouvons nous accorder.
Donc cela montre que le président Soro, d'abord, c'est un conciliateur. Donc c'est un leader, parce que le leader, c'est celui qui cherche toujours à avoir le consensus. Et je pense que ça, c'est la gestion parfaite. Parce que pour gérer un pays, on n'a pas besoin d'être le plus intelligent ou bien avoir le plus de diplômes. Mais il faut avoir des qualités de leadership. Et lorsqu'on a ces qualités-là, on peut se faire entourer de personnes qui vont nous mettre sur la voie, qui peuvent nous donner des conseils. C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont surpris de voir dans certains pays des personnes, même des artistes, qui arrivent à gérer le pays sans aucun diplôme, des artistes qui sont gouverneurs. Nous avons vu M. Arnold Schwarzenegger aux États-Unis ici, qui était gouverneur de la Californie. C'est comme un président. Mais il a eu une des meilleures gestions. Mais est-ce qu'il a eu des diplômes à l'université? Non. C'était juste un artiste, un cinéaste. Donc, c'est dit que réellement, pour gérer un pays, il faut avoir les capacités, il faut avoir le leadership. Et ce leadership-là, je pense que le président l'a démontré. Le président Soro l'a démontré à plusieurs niveaux. D'abord, dans la gestion des élections de 2010, il a pu avoir le consensus. Déjà en 2007, il a pu faire la paix, qui a failli même lui coûter la vie. Donc aujourd'hui, en matière de gestion, on ne peut pas quand même négliger ce côté-là sur le président Soro qui a toujours su montrer quand même ses capacités à mettre les Ivoiriens ensemble. Je pense que s'il vient, c'est la première des choses. Parce que lorsqu'on veut gérer, il faut être sûr qu'on est avec tout le monde et qu'on prend toutes les préoccupations en compte. Et là, c'est l'homme qui pourra le faire et je pense que ça, c'est déjà des qualités de leadership qui sont en lui. Voilà. Merci. Merci, M. Sidibé. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui voudrait poser des questions. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il pose la question? Bon, je n'avais pas prévu ça. Oui, bien sûr. Nous sommes là, il n'y a pas de problème. Nous attendons les questions. OK. OK. Monsieur Agueyi, vous voulez poser deux questions. Donc, posez vos questions. Merci, Frère Passidouda. Je salue le commandant Jacques. Et bonsoir à Monsieur Sidibé. Bonsoir. Merci. Alors, vous avez parlé de leadership. Alors, effectivement, est-ce que le GPS quand le président Soro va venir au pouvoir, par exemple, est-ce que, concernant sa politique extérieure, est-ce qu'il a prévu sortir la Côte d'Ivoire du joug colonial, quand on sait qu'autour de nous, le Burkina, le Mali et le Niger ont pris leurs responsabilités? Qu'est-ce qu'il prévoit pour la Côte d'Ivoire qui est toujours contrôlée par la France? C'est la première question. La deuxième question, je rappelle, lorsqu'il y a eu le problème de 49 soldats au Mali, je crois qu'il avait produit un communiqué. Alors, est-ce que qu'est-ce qui en était vraiment? Est-ce que cette mission était de bonne foi et la manière dont elle a été gérée par le clan Ouattara, est-ce que ça vous inspire vraiment confiance? Est-ce qu'il n'y avait pas anguille sous roche? Voilà mes deux questions. Vous dites anguille sous roche par rapport à quoi? La libération des 48 ou bien... Non, est-ce que c'était une mission normale, noble, comme les gens prétendaient que oui, ils vont dans le cadre de l'ONU? Est-ce que c'était vraiment ça? Voilà. Bon, pour la première question, je dirais que aujourd'hui, comme vous constatez, ces pays-là, le Mali, le Burkina, le Niger, ce qui les détermine aujourd'hui, ils ne font rien sans consulter le peuple. Ça, c'est très important. Donc, aujourd'hui, c'est le peuple qui, avec la gestion du président Soro, je pense que c'est le peuple qui décidera. On ne fera pas les choses, c'est-à-dire que c'est le président qui vient et le président qui dit que bon, lui, il est tout en même temps, le jury, l'économie, c'est autre. Non. Le président Soro, je ne pense pas qu'il va agir comme ça. Il prendra toujours l'avis du peuple. Et lorsque la bonne manière d'être en symbiose avec le peuple,
c'est de consulter le peuple toujours, le référendum, ou bien à travers l'Assemblée nationale, ou le Sénat qui est là, je ne sais pas si le Sénat est maintenu ou pas, sera maintenu ou pas, mais il y a des structures qui doivent appuyer le président dans sa décision. Et dans un pays démocratique, je pense qu'il y a des sujets, il faut d'abord les mettre sur table, voilà, comme nous l'avons vu au Sénégal. Voilà, et donc, il y a certaines situations, comme nous l'avons vu avec M. Kagame, voilà, qui a décidé d'utiliser l'anglais au lieu du français au Rwanda. Mais je pense que ça a été fait avec l'appui du peuple. Donc, des questions que vous posez au moment opportun, lorsque le président sera là, il va consulter. Mais ce que nous savons, c'est que le président Soro a toujours lutté pour l'intérêt. Il a démontré qu'il n'y a jamais eu de faille en négociant pour l'intérêt des Ivoiriens. Donc, partout où l'intérêt des Ivoiriens se présentera, je pense qu'il sera toujours là pour défendre ces intérêts-là. Donc, il fera des propositions à l'Assemblée, il fera des propositions en référendum. Si cela est adopté, que le peuple est d'accord avec, je pense que c'est la meilleure façon de décider. Et c'est ce qu'aujourd'hui, ces présidents-là font. Parce qu'ils n'agissent pas seuls, ils agissent toujours avec l'appui de leur peuple. Et c'est la meilleure façon de réellement diriger un pays. Maintenant, pour le problème des 49 soldats, nous avons tous constaté, parce qu'il y avait deux versions, le Mali qui disait qu'il n'était pas dans le registre de l'ONU, et la Côte d'Ivoire qui disait qu'ils étaient dans le registre. Bon, mais aujourd'hui, l'ONU même avait reconnu effectivement que ces militaires n'étaient pas dans les registres au niveau de la MINUSMA, je pense bien. Donc, il y a eu peut-être une mauvaise gestion de la part du gouvernement, même si le gouvernement devait les utiliser à bon escient. Je pense que ce qu'ils ont manqué de faire, c'est d'officialiser, d'informer. Et donc, ces messieurs sont rentrés sur le territoire malien sans l'autorisation des Maliens. Donc déjà, je pense qu'aucun pays ne va l'admettre. C'est comme vous mettez aujourd'hui des militaires dans un avion pour venir aux États-Unis sans informer le gouvernement américain, mais c'est sûr que ça va entraîner des problèmes. Et c'est la même situation qui a eu lieu. Et je pense que, bon, tout s'est bien passé, ces pauvres personnes qui étaient, par exemple, innocentes, peut-être ne savaient même pas la mission qu'on leur avait confiée, peut-être, mais se sont retrouvés face à une situation. Donc, tout s'est bien passé. Et je pense que dans le temps, le président Soro avait demandé qu'il y ait des négociations, des conciliations pour aboutir à un accord, parce que, quelque part, ne connaissait pas tout le contenu des dossiers. Il était difficile de prendre parti et puis dire non, que c'est vrai ou c'est faux. Et donc, je pense que chaque État avait avancé ses arguments. Et bon, l'ONU qui a appuyé qu'effectivement, ces soldats n'avaient pas été enregistrés. Mais le gouvernement disait qu'il travaillait avec le contingent allemand. Et donc, il y a eu des problèmes. Bon, nous sommes tous heureux que nos frères ivoiriens aient retrouvé leur famille. C'était ça le plus important. Et donc, je pense que, voilà, l'annonce du président Soro, c'était un peu de demander une certaine conciliation dans les choses à faire, parce que il n'avait pas une certaine maîtrise des choses en tant que tel, puisqu'il n'a pas participé aux négociations pour réellement, ou bien il n'a pas consulté les pays pour pouvoir savoir ce qui se passe. Donc, c'est difficile pour lui de prendre position. C'est pourquoi il avait demandé, instruit à la négociation au lieu de lever le ton. Je pense que ça a été compris aujourd'hui. Nos frères ont pu rejoindre parce que ça s'est terminé par des négociations. C'est ce que je peux dire sur la question. Merci. Merci, Monsieur Sidibé. Nous sommes au terme de cette discussion. Elle a été, vous avez été très précis. Vous n'avez pas tergiversé sur les questions. Vous n'avez pas été à la recherche des mots et construit des phrases. Tout a été de manière très précise et très concise, si bien que le temps qu'on s'est donné n'a pas été long. Je ne pensais pas qu'on allait finir tout comme ça. Mais
On va parler un peu de politique internationale. Que pensez-vous aujourd'hui de ce qui se passe au Sénégal? Ben, aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, je pense que c'est réjouissant pour la démocratie et aussi c'est encourageant pour les peuples africains. Parce que comme on le dit, c'est seulement les peuples qui peuvent décider de leur avenir. Lorsque je parle du peuple, nous avons les législateurs que le peuple élu généralement pour les défendre. Mais ce que nous constatons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que ces législateurs-là, aujourd'hui, sont à l'Assemblée, mais ils n'arrivent pas réellement à soutenir des problèmes. Et au Sénégal, aujourd'hui, avec ce que nous avons vu à l'Assemblée, où l'armée était obligée de venir faire sortir les députés, je pense que c'est ce qui a déclenché le crack aux États-Unis parce qu'on a vu déjà que c'était une violation. Et donc, je pense que c'est encourageant pour nous qui voulons vraiment la démocratie en Afrique. Et je pense que ça doit servir aussi de leçon à tout le monde. Parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous savions tous que le problème du troisième mandat n'a pas été réellement cerné, n'a pas été réellement expliqué à la population. Et avec ce qui s'est passé, nous avons eu des morts. Donc, nous pensons que pour ne pas que cela arrive, c'est les législatifs qui doivent prendre les responsabilités. Ils sont là au nom du peuple et ils doivent penser à défendre le peuple, non le gouvernement, même s'ils sont vraiment de ces partis-là. Donc le Sénégal aujourd'hui, c'est un grand exemple et je pense que nous devons vraiment encourager les peuples africains. Les élections viennent en 2025. Notre souhait tous que ça se passe dans la paix, mais aujourd'hui, il faut aussi créer les moyens, les conditions pacifiques. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça sera difficile pour le PPACI ou bien pour le GPS de voir encore les candidats écartés, alors que nous savons que c'est vraiment basé sur des réalités pas juridiques en tant que telles, mais c'est des décisions qui ont été prises uniquement de façon politique pour écarter certains candidats par rapport à leur influence sur le terrain. Et nous devons combattre cela pour que on donne la chance à tous les Ivoiriens de se présenter aux élections. Merci. 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 Alors, il y a une autre question. Monsieur Bamba Alassane. Monsieur Bamba Alassane, s'il vous plaît. Yeah, bonsoir. Allez-y. Allez, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, vous êtes en face à monsieur Sidibé, le délégué général coordinateur GPS USA. Allez-y à votre question. Bonsoir, M. Sidibé. Bonsoir, M. Gabriel. Un plaisir d'être sur la radio avec vous. Bonsoir. En premier lieu, j'aimerais vraiment féliciter le délégué général des GPS aux États-Unis, M. Sidibé, vraiment qui m'a vraiment convaincu avec ses réponses. Je suis en train d'écouter depuis belle lurette, mais je vous dis que ces réponses sont détails. Moi, j'ai vraiment apprécié ces réponses. Mais je voudrais seulement soulever un petit point par rapport au fait que l'animateur parle de M. Ouattara en tant que bâtisseur. Oui, bâtisseur, ça se voit. Non, j'ai dit ce que le peuple ivoirien dit. C'est ce que le peuple ivoirien dit. D'accord. Donc, je me suis mis dans ce contexte du peuple ivoirien. Allez-y. Est-ce que si on pouvait dire le peuple ivoirien, mais on sait que c'est pas tout le monde. D'accord, on va aller comme ça. Je voulais dire seulement que certains, les militants de M. Ouattara, surtout les militants de M. Ouattara, le qualifient de grands bâtisseurs. Donc moi, je voudrais vraiment soulever un petit point ici, si monsieur le PG de GPS peut m'aider sur la question. Vous savez, on parle des grands bâtisseurs. Vraiment, il y a des choses qui ont été faites en Côte d'Ivoire sur le plan des infrastructures. Ça se voit, même si ce n'est pas partout. Et surtout à Abidjan, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais vous voyez que quand le président Gbagbo était encore au pouvoir, et M. Ouattara avait dit que les 6 000 milliards de dettes de la Côte d'Ivoire étaient trop pour la Côte d'Ivoire. Et les 6 000 milliards étaient vraiment beaucoup trop élevés pour la Côte d'Ivoire. Nous nous rendons compte aujourd'hui qu'avec M. Ouattara, il y a eu des travaux qui ont été faits, mais l'endettement est vraiment excessif et tout le monde en parle. Est-ce que vous croyez que
des infrastructures qui ont été réalisées en Côte d'Ivoire sont équivalents à la dette de la Côte d'Ivoire? La question est pour le DG, parce qu'on peut construire. Moi, je peux venir voir M. Jacques Roger. Monsieur, prêtez-moi 100 000 francs. Je les prête 100 000. Je pars à la maison. Les 100 000, je les prêté pour toute la famille. Et je pars à la maison. J'achète un vélo de 50 000. Et je dépose à la maison là-bas. Je dis ça, c'est pour tout le monde. Et tout le monde est heureux. Voilà, on dit que j'ai travaillé. Mais est-ce que le travail que j'ai fait, est-ce que ça vaut l'argent que j'ai prêté? Alors que j'ai prêté l'argent sur le dos de la famille. Je sois là ou pas, la famille va vraiment payer l'argent. Donc, je voudrais que le DG m'éclaire un peu sur cette question. Merci. Ok, merci, M. Alassane. Je pense que c'est une question qui est d'actualité, hein, parce qu'aujourd'hui, la dette de la Côte d'Ivoire s'élève autour de 30 000 milliards. Voilà, c'est ce que nous avons reçu comme information. Et je pense que la majorité de ces dettes-là, effectivement, quand nous regardons les réalisations, on ne peut pas nous dire que voilà, tout ça, c'était sur les réalisations. Et le problème, c'est que nous avons même constaté, avec la construction du nouveau tramway qui devait avoir lieu, nous avons vu que le président, d'abord, nous parlait d'un budget de 600 milliards. Au départ, c'est 400 milliards. Ensuite, aujourd'hui, nous nous retrouvons à près de 1000 et quelques. Maintenant, nous avons aussi des investisseurs qui étaient prêts à faire ce projet-là 2 fois moins le prix qui est aujourd'hui attribué aux compagnies françaises. Donc, ce que vous dites, effectivement, ça revient à poser la question si vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une certaine surfacturation sur les réalisations qui ont été faites. Parce que, est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a les moyens de le faire? Donc, je suis entièrement d'accord avec vous pour dire que si le gouvernement d'Alassane avait voulu, il pouvait trouver des moyens plus faciles pour faciliter ces dettes-là, pour alléger ces coûts aux Ivoiriens. Mais apparemment, aujourd'hui, les compagnies qui sont choisies sont les compagnies qui sont les plus chères dans les investissements. Peut-être eux seuls savent réellement pourquoi ils choisissent ces compagnies. Donc, c'est une action, c'est un fait réel. Et je pense que, voilà, c'est une préoccupation pour tous les Ivoiriens. Nous pensons que nous aurons peut-être un jour la solution à ça. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas favorisé, disons, l'appel d'offres sur le marché, alors que nous avons une compagnie, je me rappelle, coréenne, qui avait fait un bon plan, qui devait faire tous ces ponts-là à un moindre coût, mais cette compagnie a été rejetée par rapport à certaines compagnies françaises. Donc, je pense que ça aussi, c'est des préoccupations, des questions, mais nous n'avons pas de réponse, et ce que nous constatons, c'est que c'est le contribuable ivoirien qui va encore faire l'effort de pouvoir, voilà, rembourser tout cet argent-là. C'est ce que nous pouvons dire sur cette situation. Merci. Merci. Monsieur Alassane? Oh? Monsieur Alassane Bamba, oui? Vous êtes satisfait? Oui. Oh, oui, bien sûr, je suis satisfait de la réponse. Okay. Je reste à l'écoute. Vraiment, bonne émission à tout le monde. Merci. Monsieur Sidibé, délégué général coordinateur de GPS USA, membre de la cellule d'orientation et de coordination. Excusez-moi, si vous êtes d'accord, on peut continuer à prendre d'autres questions si vous êtes d'accord, hein. Parce que, non, il n'y a pas de problème, Merci. On peut prendre 2 ou 3 questions. Oui. Merci, c'est pour ça qu'on vous aime. Merci. Alors, monsieur Ousmane Sissoko, s'il vous plaît. Allez-y. Bonsoir, monsieur Doga. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi beaucoup, monsieur Sissoko. Vous m'avez laissé un message. C'est ça? Oui, je voulais parler avec vous, effectivement. Oui, c'est pas grave. Malheureusement, depuis le mois d'octobre, je travaille à New York, c'est-à-dire je viens à New York lundi et je sors de New York le samedi. Donc, je fais la navette tous les week-ends. Je suis en 2 avions. Je vais samedi et je reviens lundi. Donc, j'ai vu votre message très tard, mais le numéro n'est pas sorti. C'est le message que j'ai lu et j'ai entendu votre voix. Je sais que c'est vous. Mais préparez-vous parce que
je voudrais que le mardi prochain, c'est vous serez ici et on va parler, de la Guinée, de la transition, du renouvellement du gouvernement. Et puis, on va parler aussi, parce que la Russie était, en Guinée au début de son indépendance. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, préparez-vous quand vous serez prêts, vous me faites signe, vous avez mon numéro, vous me faites signe, et puis on va venir en discuter. Merci. Allez-y avec votre question pour le délégué général. Bonsoir à M. Sidibé. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question. Je voudrais savoir quand est-ce que votre leader va se retourner en Côte d'Ivoire. Voici ma question. Où se trouve actuellement, la deuxième question, où se trouve actuellement Guillaume Soro? Voici les deux questions. Voilà, merci pour la question. Je pense que, vous avez suivi la dernière sortie du président Soro. Il avait dit que le Niger lui avait accordé l'asile. Parce que, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, nous considérons tous qu'il est au Niger. C'est ce que le président même nous a dit. Et nous avons vu aussi qu'il a été reçu par l'actuel chef de l'État nigérien et aussi il a été reçu au Burkina. Ça c'est la réponse que je peux donner. Maintenant, quand est-ce qu'il va rentrer? Comme vous le savez, le président Soro a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat et lui-même il a dit. Donc aujourd'hui, pour qu'il rentre, il faut qu'il soit réellement rassuré par rapport à sa sécurité. Et c'est sur ça que le travail s'est fait. Donc nous osons croire que avec la libération aujourd'hui de nos camarades, que le pouvoir va quand même décider de prendre la bonne décision pour que le président Soro mette fin à son exil et qu'il puisse rentrer pour exercer ses droits civiques et politiques. Parce que nous savons tous que ces condamnations sont plus politiques que judiciaires. Donc c'est pourquoi, pour qu'il rentre, il doit quand même prendre certaines mesures, certaines assurances avant de rentrer. Donc pour répondre à la question, lorsque les conditions seront réunies, le président rentrera sans problème dans son pays. Merci. Merci, Monsieur Sidibé, général Sidibé. Alors, Monsieur Jacques Roger voudrait vous poser une question. Allez-y, Monsieur Jacques Roger, commandant. Oui, merci beaucoup. Merci, Monsieur Dougan, pour cette belle émission. Alors, la question que j'ai pour le responsable du GPS, ces derniers temps, on parle de, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, ces derniers temps, on parle de plus en plus d'un rapprochement entre le GPS et puis entre le parti au pouvoir et puis le GPS, disons, entre M. Alassane Dramane Ouattara et M. Soro Guillaume, afin qu'ils puissent rentrer. Et la mauvaise langue dit que ça sera pour un calcul politique. Le RHDP, qui a toujours besoin de diviser l'opposition, opterait pour la venue de Soro, afin donc de brouiller un peu donc les cartes pour les élections futures. Est-ce que vous en avez entendu parler? Et ensuite, est-ce que vous pensez que d'ici ces élections, il y a la possibilité que Soro rentre avec l'accord de M. Alassane Dramane Ouattara? Voilà, merci M. Jacques Roger pour cette question. Effectivement, nous avons suivi lors d'une émission, je crois, sur NCI, où M. André Conan-Silver le disait, mais je pense que c'est eux qui ont cette information. Sinon, le président Soro, ce que je peux vous rassurer, si le président Soro accepte de rentrer, il rentrera en tant qu'un homme libre de tous ses droits. C'est parce qu'il n'a pas voulu de compromis que jusqu'à présent, il est encore en exil. Sinon, on lui avait dit, bon, tu peux rentrer, mais il faut renoncer à ton GPS et te joindre au RHDP. Et vous savez que le président Soro a dit qu'il veut être libre, de cette décision. Donc, il ne veut pas céder
à la compromission ou bien au chantage. Donc, si le président Soro doit rentrer, d'abord, il rentrera en tant qu'un homme libre et il sera libre de ses choix politiques. Donc, c'est-à-dire que il ne rentrera pas parce qu'il se sent obligatoirement lié par un quelconque accord avec le président Alassane, mais il rentrera parce qu'il veut rentrer en tant qu'un homme libre qui vient servir son pays en toute liberté. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, pour dire que, voilà, le président Soro n'est pas là pour quelque compromis que ce soit. Il est là pour aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, et il est là pour exercer ce droit-là, comme vous le savez. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Et son état de santé, hein, voilà les rumeurs, vous l'avez certainement entendu parler. On parle de sa santé qui serait assez fragile. Hein. Bon, de toute façon, moi, je n'ai pas constaté cela, mais c'est ce que les gens disent. Alors, est-ce que vous pouvez certainement nous dire quelque chose pour rassurer certainement vos supporters, les Ivoiriens, et puis pourquoi pas les Africains? Bon, vraiment, sur ce côté-là, je vous rassure que le président Guillaume Soro va très bien. Il va très bien, il mène ses activités, et même il conduit, il fait ses réunions. Et donc, laissez les mauvaises langues. Je pense que ce n'est pas la première fois. Il y a eu des cas même où on a annoncé la mort du président Soro. Voilà, je me rappelle bien. Mais bon, les gens ont ce qu'ils veulent, mais la réalité aussi est là, c'est que le président Soro se porte très bien. Et je pense que aujourd'hui, son souci, c'est de travailler comment mettre le GPS en place avant qu'il ne rentre pour réellement compétir en tant que candidat aux élections présidentielles. Donc il va très bien, nous avons les informations. Donc tout ce qui se dit, vous savez que s'il y avait ces genres de choses qui étaient vraiment vraies, c'est pas le GPS qui allait casser quelque chose, surtout le président Soro. Mais c'est des rumeurs et nous laissons les rumeurs qui meurent. Ces rumeurs-là vont mourir d'elles-mêmes. Voilà ce que je peux dire, M. Jacques. Merci. Merci, M. Sidibé. Alors, monsieur, on va prendre la dernière question. M. Adjei, votre dernière question. Oui, merci. Alors, M. Sidibé, que pensez-vous du verdict que le parti au pouvoir a rendu contre le président Gbagbo? Vous en avez déjà parlé, mais il refuse coûte que coûte que son nom ne soit pas inscrit sur la liste. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de provoquer le peuple ivoirien? Alors, qu'est-ce que cela vous dit? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit aujourd'hui, c'est une triste réalité parce que le président Gbagbo a été acquitté par la CPI. Donc, juridiquement, on ne devait même pas l'accuser de quelque chose. Mais, comme vous l'avez dit aujourd'hui, le président Alassane a réussi à diviser l'opposition. Quand vous prenez aujourd'hui le PDCI, ça a été fracturé, où nous parlons des PDCI qui ont rejoint le RAGP. Lorsque nous prenons le PPACI, l'ancien FPI, nous voyons qu'aujourd'hui, c'est divisé. Et même au GPS, les anciens collaborateurs du président Soro qui étaient avec lui, aujourd'hui, il y a certains qui ont réussi à être divisés. Donc, aujourd'hui, il faut que l'opposition prenne conscience. Parce que ce jeu-là arrange le président Alassane. Et tant qu'il pourra diviser les opposants, ça va lui faire le coup parce que nous savons tous que c'est des décisions qui ne sont pas judiciaires, c'est des décisions politiques. La volonté d'écarter des partenaires politiques qui peuvent peut-être nuire à l'élection présidentielle, c'est tout. Mais il appartient maintenant aux différents responsables politiques, comme ça a été fait au Sénégal, une fois de se mettre ensemble et de dire que non, il faut qu'on laisse tous les Ivoiriens se présenter. Parce qu'aujourd'hui, chaque responsable politique que nous connaissons a un problème judiciaire. Mais c'est étonnant que c'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Il n'y a pas un seul président aujourd'hui qui n'a pas de problème judiciaire, un problème de parti politique. Mais ce n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, ça fait que le président Alassane est en roue libre et il se présente. Et nous avons vu comment les présidents Bédier, et les présidents Mabri et autres,
tout cela, président Soro, ont été écartés en 2020. Si nous ne prenons garde, c'est la même chose qui risque d'arriver, puisque on a entendu que déjà au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des lois qui sont en train de se préparer par rapport à la nationalité. Tout ça, nous savons que si c'est fait, peut-être que c'est des personnes encore qui seront visées par rapport aux élections. Donc, c'est une question pertinente. Aujourd'hui, nous sommes contre cette réalité-là parce que nous pensons que le président Gbagbo a déjà épuré ses peines et qu'il mérite vraiment d'être sur la liste électorale. Parce que nous savons qu'en 2008, il a fallu une décision, un décret du président Gbagbo Laurent pour que le président Alassane puisse se présenter alors qu'il avait des démêlés avec la justice. Il a pris cette décision, ce décret. Donc je pense que le président Alassane peut faire la même chose. Si vraiment il y a la volonté de mettre les Ivoiriens ensemble, il doit réellement faire la même chose que le président Gbagbo a fait. Même s'il pense qu'il y a des démêlés politiques, il doit prendre aujourd'hui ce décret-là pour dire que bon, je veux que tous les Ivoiriens, pour la paix et la réconciliation, nous prenons tous les candidats puissent se présenter pour que la Côte d'Ivoire puisse gagner et qu'elle puisse avancer pour éviter le conflit que nous connaissons. Donc voilà ce que je peux dire sur cette question. Merci. Merci, M. Sidibé. Alors, il y a 2 semaines, 3 semaines, au milieu du mois de février, vous avez fait un voyage rapide sur Paris. Alors, est-ce que vous avez de nouvelles à nous donner? J'étais allé d'abord dans un voyage à titre privé, pas au nom du GPS, mais comme vous le savez, lorsqu'il y a des manifestations, voilà, des GPS partout dans le monde, si nous avons l'occasion, nous nous présentons. Donc, lorsque je suis allé à Paris, il se trouvait qu'à Londres, on avait notre camarade délégué de Londres qui faisait une manifestation à l'honneur des nouveaux membres et aussi pour souhaiter les meilleurs vœux au président Guillaume Soro. Donc, nous nous sommes vraiment joints à elle. J'ai fait le voyage sur Londres. Et aussi à Paris, nous avons rencontré certains cas de GPS pour essayer de discuter ensemble de la cohésion et aussi de parler de l'avenir. Donc, c'est ainsi que j'ai pu rencontrer certains cas. Et je pense que aujourd'hui, avec la situation, l'atmosphère est vraiment bonne parce que nous avons notre vice-président qui a été libéré. Donc aujourd'hui, certains sont en prison, c'est vrai, mais c'est déjà un pas et il fallait aussi parler un peu de l'avenir des GPS, comment est-ce que nous allons préparer les échéances futures afin que le président Soro Guillaume puisse rentrer en Côte d'Ivoire et aussi se présenter pour les élections de 2025. Merci. Monsieur Sidibé, votre dernier mot, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Kwasi. Je pense que mon dernier mot, c'est de dire aux Ivoiriens que c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons les réalisations, mais la Côte d'Ivoire a beaucoup de problèmes. La Côte d'Ivoire a beaucoup de problèmes. Nous avons des dettes de 30 milliards qui sont sur la tête. Et aussi, lorsqu'on parle de PIB qui est élevé, mais le PIB, qui est le produit intérieur brut, n'appartiennent qu'aux entreprises étrangères. Donc c'est vrai que cette entreprise-là gagne de l'argent en Côte d'Ivoire, mais en même temps, cet argent ne reste pas en Côte d'Ivoire. Mais cet argent est comptabilisé comme faisant partie du produit international brut. Et c'est ce qui est triste. Quand vous prenez les compagnies comme Orange dans les téléphonies, qui fait plus de souvent 500 milliards peut-être par mois, et vous prenez des compagnies étrangères qui sont là-bas, qui marchent bien, mais on fait croire que le produit intérieur brut va aux Ivoiriens. Mais non, l'argent ne reste pas parce que quand cet argent-là vient, ça sort. Parce que ces entreprises-là, elles ont leur maison mère à l'étranger. Donc, le gouvernement ne peut exiger qu'un certain pourcentage, mais peut-être même pas plus de 15% qui reste en Côte d'Ivoire. 8%. Donc, du 8%. coup, voilà. Donc, du coup, on fait croire que le produit international brut est élevé, mais c'est pas le cas. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui les gens ont des problèmes pour travailler. Aujourd'hui, la France même a démontré que la majorité des enfants qui prennent l'eau pour aller en France, c'est des Ivoiriens. Ils viennent de la Côte d'Ivoire. Et c'est triste. Donc, c'est dit que notre pays vraiment a besoin de se réveiller. Les Ivoiriens ont besoin de se réveiller
qu'on arrête de penser que la CAN peut réduire les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous avons tous félicité nos éléphants, mais ça s'arrête là. Le problème des Ivoiriens est là. Les maisons sont cassées et aujourd'hui, les produits agricoles, les gens peinent à s'en sortir. Et donc, l'EVA qui était vraiment beaucoup, au temps du président Gbagbo, qui était vraiment un truc, est tombé. Et donc, ça dit qu'il y a une volonté politique qui manque. Et donc, il faut vraiment un changement. Et je pense que c'est l'opposition qui doit comprendre et se mettre ensemble pour dire que si l'opposition n'est pas ensemble, le président fera toujours ce qu'il veut. Et là, je salue vraiment son génie politique. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, il a réussi à diviser toute l'opposition. Et ça, tant que ça sera comme ça, il va se maintenir. Donc, c'est à nous de comprendre que nous devons nous mettre ensemble. Et c'est ça, c'est ce que le président Guillaume Soro disait dans son discours du 1er janvier. Il a dit que l'opposition doit comprendre la nécessité de se mettre ensemble pour lutter. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais aujourd'hui, là, on dit que lorsque vous vous battez qu'il y a un serpent dans la maison, vous devez d'abord chercher à tuer le serpent. Mais tant que vous ne le tuez pas, vous ne pouvez pas vous battre parce que le serpent peut mordre chacun de vous. Donc, c'est une réalité qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous devons nous mettre ensemble pour amener le changement de façon pacifique, c'est possible. Parce que lorsque l'opposition est unie, que ça se voit à l'extérieur, ça va leur donner l'occasion. Parce que lorsque vous partez voir les ambassadeurs, ils disent, mais en Côte d'Ivoire, tout va bien. Voilà, l'opposition, c'est comme si, donc, c'est des faits, et ils regardent. Et bon, donc, c'est à nous maintenant de nous dire que non. Si nous voulons que le président Gbagbo soit candidat, nous voulons que le président Guillaume Soro soit candidat, nous voulons que d'autres soient candidats, il faut que nous nous levons, que nous nous mettons ensemble pour régler ce problème-là. Maintenant, aux élections, chacun pourra dire ce qu'il veut de l'autre. Ça, c'est un autre cas. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'être ensemble. Donc, vraiment, merci encore à vous, M. Kwasi, pour avoir donné l'occasion à ma modeste personne, aussi au GPS, de vraiment venir s'exprimer sur la radio de Jacques Roger, qui est une radio, comme vous l'avez dit, qui n'est plus à démontrer. Je connais cette radio depuis, je dirais, près de 20 ans maintenant. Hein. Voilà, donc, c'est une radio qui est là et qui continue son chemin, que nous encourageons. Nous disons merci vraiment à M. Jacques Roger pour cette ténacité et aussi merci à tous les auditeurs qui ont bien voulu être avec nous aujourd'hui pour suivre cette émission. Comme on a dit, c'est juste un au revoir et nous sommes toujours prêts, voilà, dès que vous le voulez, pour le GPS, pour que nous soyons là pour donner des informations sur le GPS aussi, sur certaines positions que nous menons, que nous avons sur la situation en Côte d'Ivoire. Donc, merci encore à vous et merci à tous les auditeurs et bonne soirée. Merci, Monsieur Sidibé Saïbou. Vous venez d'écouter sur Jacques Roger Show International, Monsieur Sidibé Saïbou, qui est le délégué général coordinateur de GPS USA. Il est membre de la cellule d'orientation et de coordination. Il réside ici à New York. C'est un monsieur que je connais très bien depuis le début d'année 2000. Donc, vous venez de l'écouter. La première conclusion à tirer, c'est que GPS sont nos frères. Ce sont nos frères. Il a parlé avec autant de clarté, autant de simplicité, clair comme l'eau de roche, sans aucune injure, sans aucune prétention. Il a dit la vérité et ce qui m'a épaté, c'est la vision du GPS par rapport à la Côte d'Ivoire et son positionnement par rapport aux autres opposants. Je pense que ils ont bien compris, nous sommes dans la même barque et nous menons le même combat. GPS, GPS n'est pas notre ennemi, c'est notre frère. Par rapport aux autres qui vont parler avec arrogance, insulte et puis tout ce que vous connaissez. Merci à M. Sidibé. Alors, la prochaine, il y a M. Sissoko, préparez-vous. Dr. Eric Eddy, le PDCI, le PPACI, vous aurez votre temps d'antenne et nous allons discuter comme ça.
alimenter, le débat politique de notre pays ici aux États-Unis. Merci beaucoup, commandant Jacques Rouget. Je vous remercie. Merci à tous les auditeurs auditrices. Merci aux frères qui ont posé les questions. Merci pour votre fidélité à Jacques Rouget Show International. Merci pour votre soutien aussi. Et on reste en contact et on se donne rendez-vous mardi prochain à la même heure de 21h30 à 23h. Merci, commandant Jacques Rouget, et bonne nuit. Je souhaite bon carême à tous nos frères musulmans. Moi, je ne suis pas musulman, je suis chrétien, mais je fais le même carême que les musulmans. Oui, parce que demain, si c'est devant Allah, il doit se souvenir que moi aussi j'ai fait son carême. Hein. Si c'est Yahvé, lui aussi doit se souvenir que j'ai fait aussi son carême. Merci beaucoup. Ce n'est pas de la plaisanterie, mais chacun doit sauver sa tête. Bonne nuit et bon carême à tout le monde. Commandant Jacques Rouget, vous avez l'antenne.